Merci beaucoup d'être là, déjà. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je suis Clara Lepicard et je travaille, je fais du théâtre contemporain et ça fait pas mal d'années que je travaille sur notre société contemporaine et à chaque spectacle, je change de point de vue, d'angle d'approche, de détail. Et bon, ça fait 10 ans que je fais ça maintenant, et même si je ne suis pas très prolixe, 10 ans, ça peut être l'occasion de faire un point. Et comme en plus, je vais avoir 40 ans, si on en croit les statistiques, je suis à la moitié de ma vie. Voilà. Donc, bah, c'est pas mal pour faire un point, quoi, la moitié de ma vie. Et j'ai lu quelque part que Madame Bovary, c'est un roman qu'on peut lire à tous les âges de la vie. Je l'ai lu à 16 ans. Donc, on va regarder ce que ça donne à 40 ans. Et comme en plus Flaubert l'a écrit en 1857 et qu'on est en 2014 et qu'il a dit « Madame Bovary, c'est moi », bah, je me suis dit, c'est parfait. Madame Bovary, c'est moi. Mais moi, c'est Clara Lepicard. Donc, est-ce que Madame Bovary, c'est Clara Lepicard? Alors, pour répondre à cette question qui nous concerne tous, j'ai rassemblé une équipe de spécialistes qui vont questionner avec moi ce problème. Donc, je vous demande d'accueillir Arnold de Pasquier. N'hésitez pas. Irina Solano. Bénédicte Simon. Et Françoise Lebrun. Nous refuserons le mensonge et la dissimulation. Nous nous servirons des technologies modernes et des savoir-faire ancestraux. Nous approcherons au plus près de la sincérité et de la vérité scientifique. Je m'offre à la science pour faire avancer l'humanité. Bon, alors pendant que je dis tout ça, tout le début, moi je suis devant, là, au nez de scène, et donc je parle au public, comme ça. Et quand les comédiens, ils entrent, je m'ouvre un petit peu comme ça et je les laisse entrer derrière. Voilà. Eux, en fait, ils arrivent d'abord là et ensuite, ils vont s'installer autour de la table qui est à court. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien le langage du théâtre, mais en fait, dans le théâtre, on a un tout petit peu de jargon. Et donc, on dit jardin court. Donc, jardin court, c'est-à-dire que si on dit que vous êtes le public et que le théâtre est là, jardin court, on a un moyen mémotechnique qui est pas mal, c'est Jésus-Christ. Donc, la table est à... Je reprends. La table est à... Voilà, merci beaucoup. Donc, les comédiens s'installent autour de la table. Alors, dans le vrai spectacle, la table, elle ne sera pas rectangulaire comme ça, elle sera ovale, avec une nappe blanche. Et dessus, il y aura posé des livres. Là, j'en ai mis un pour qu'on y pense. Voilà. J'en profite pour vous présenter la suite du décor. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un tapis de sol blanc. Voilà. Dans le fond, il y a un écran vidéo blanc de rétroprojection. C'est-à-dire qu'on peut projeter par derrière des vidéos qui apparaissent donc là. Et on peut se mettre devant la vidéo sans être pris dans l'image. D'où l'intérêt de l'écran de rétroprojection. Parce qu'en fait, ici, c'est un studio de tournage. Voilà. Parce que pendant le spectacle, on va reconstituer des fragments de Madame Bovary pour savoir si oui ou non, je suis Madame Bovary. Devant, il y a un fauteuil blanc de la période normande 1840-1850. Blanc, sur lequel sera projetée pendant toute la pièce une petite fille endormie.
La petite fille sera incarnée par Amna, qui est une petite fille des quartiers nord de Marseille avec qui j'ai travaillé en atelier, parce qu'il me semblait intéressant qu'au vu des problématiques de Madame Bovary, qui sont présentes dans ma vie, je pense qu'elles sont aussi présentes dans la vie de beaucoup de femmes à l'heure actuelle, et notamment beaucoup dans les pays musulmans où la place de la femme est en grand questionnement. Donc cette petite fille endormie permet d'ouvrir un peu l'imaginaire du spectateur voilà, sur un ailleurs. Ici, il y a un portant avec des costumes normands 1840-1850 et quelques costumes de Michael Jackson, mais ça vous comprendrez plus tard. Voilà. Donc, on reconstitue des fragments, des séquences du roman qui sont éclairantes, avec un procédé qui s'appelle le procédé de la transparence, que vous connaissez peut-être de l'histoire du cinéma. En fait, vous en avez nécessairement vu. Par exemple, les héros sont dans une voiture, en pleine course-poursuite. Voilà, on les voit au volant, comme ça, hop. Et dans la lunette arrière, là, il y a le paysage qui défile, la route. En réalité, ils sont en studio, il y a des techniciens qui remuent la voiture. Et derrière, la lunette arrière, on l'a remplacée par un écran sur lequel on projette un film de route qui défile. Et bien nous, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on va aller filmer en Normandie avec un réalisateur normand des plans de type 1840-1850 pour pouvoir faire des reconstitutions naturelles, quasi réelles, du roman de Flaubert, pour avoir une vraie matière pour notre questionnement. Arnold est vidéaste, hein, donc c'est lui qui est plutôt à la caméra. Il est relié à moi par une oreillette. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils sont rentrés, que je les ai présentés et tout ça, moi je suis montée en régie ici et je communique avec lui par une oreillette parce que je donne aussi mon avis là-dessus. Et lui, il a un paperboard figuré aujourd'hui par cette feuille blanche sur laquelle il va noter si je suis comme Emma et auquel cas il fait une croix, ou si je ne suis pas comme Emma et auquel cas il fait un rond. Ce qui fait qu'à la fin, on a un résultat scientifique. Voilà. C'est important, voilà. Irina a 32 ans, Bénédicte a 46 ans, Françoise a 70 ans, Arnold a 47 ans. On est sur 3 générations de femmes différentes. Voilà. Il y a des moments plus abstraits pendant lesquels on projette sur tout l'écran et tout le sol, pardon, et l'écran derrière, mais ça je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Aujourd'hui, je vais juste vous présenter des extraits de mon futur spectacle. Donc, je vais me baser sur vos souvenirs du roman de Flaubert pour pouvoir suivre. Ok, donc je vais résumer. Alors pour aller vite, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a trop lu et elle se prend pour une princesse. Elle se marie à Charles, elle a une fille, Berthe, mais qui ne l'intéresse pas. Et en fait, elle est dépressive. Elle s'achète des trucs pour essayer d'aller mieux. Ensuite, elle prend un amant, Rodolphe, et puis ensuite Léon. Et en fait, comme elle est nulle en compta, elle ruine sa famille. Et quand on vient pour lui dire qu'on va mettre en vente ses biens pour purger ses dettes, je ne vais pas vous raconter la suite parce que si vous avez envie de lire le roman, vous serez déçus de connaître la fin. Donc voilà. En tout cas, là, vous avez de quoi suivre. Moi, à 16 ans, j'ai plutôt cru que c'était une belle jeune femme envers qui la vie était injuste, qu'elle a l'étoffe d'une princesse, mais elle est enfermée dans une vie de petite bourgeoise de province. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le bovarisme, la faculté départie à l'homme de se concevoir autrement qu'il n'est. Voilà, comme ça, on part sur de bonnes bases. Ok. Donc, aujourd'hui, j'ai gardé les moments les plus pertinents pour ma démarche. Les comédiens donc se costument en personnages. Il n'y a pas du tout d'incarnation fixée, c'est-à-dire que n'importe qui peut jouer n'importe qui. Dans la mesure où Flaubert a dit « Madame Bovary, c'est moi » et qu'il n'a pas dit « Emma, c'est moi », on ne sait pas s'il parlait du roman ou du personnage, donc je laisse les choses ouvertes. Ce qui veut dire
que Arnold aussi peut jouer Emma s'il en a envie, parce qu'en fait, Emma, c'est très simple, hein. C'est des éléments de costume. Par exemple, pour le personnage d'Emma, ça va être une perruque de cheveux noirs avec une raie au milieu et 2 bandeaux sur les côtés et des yeux bleus à force d'être noirs. Mais nous, on ne mettra pas des lentilles, on laissera le public imaginer, voilà. Et puis un fragment de costume normand 1840-1850. Par contre, c'est pas la peine d'aller jusqu'au pied parce qu'en fait, on va cadrer assez serré puisque on aura là le paysage normand ou l'intérieur de la maison normande, etc. Échelle 1, les comédiens comme ça. Et donc, pour qu'on ait l'impression d'une vraie reconstitution in situ, il faut qu'on les cadre là, pas plus. Donc, voilà. Ça. Voilà. On va vous faire la première séquence. Hein. Alors, on va dire que c'est Bénédicte qui se costume en Emma. Et Irina, elle se costume en Michael Jackson. Ça, vous comprendrez plus tard. Voilà. C'est un plan un peu imaginaire. Donc, on va projeter des choses sur tout le plateau et sur l'écran aussi. Voilà, donc là, elles sont prêtes. Ok, donc c'est Emma. Alors, en général, vous allez voir, c'est Françoise qui lit le texte de Flaubert. Juste pour vous dire, Françoise, c'est ma maman et elle lit très bien. Et je trouvais ça chouette que ce soit elle qui lise l'histoire parce que c'est chouette de partager quand on a un truc bien. Voilà. Hop. Voilà. Oui, je pense que je vais... Alors, j'aimerais bien avoir votre avis. Je pensais qu'elle pourrait se mettre comme ça, de profil sur la table. Mais je me dis que c'est peut-être mieux si elle est face à vous. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mieux, hein? Ouais, voilà, c'est ce qui me semblait. Merci beaucoup. Ok, donc là, on a Emma. Voilà, donc Emma commence par parler. Pourquoi, mon Dieu, me suis-je mariée? Et là, Françoise, depuis la table, se met à lire. Avant qu'elle se mariât, elle avait cru avoir de l'amour. Mais le bonheur qui aurait dû résulter de cet amour n'étant pas venu, il fallait qu'elle se fût trompée, songeait-elle. Et Emma cherchait à savoir ce que l'on entendait au juste dans la vie, par les mots de félicité, de passion et d'ivresse, qui lui avaient paru si beaux dans les livres. Alors là, il y a Irina, donc habillée en Michael Jackson, qui vient et qui chante à Emma une chanson qui s'appelle Remember the Times. Alors c'est une chanson où Michael raconte à sa fiancée le moment où ils se sont rencontrés et où c'était le paradis, où les oiseaux chantaient, etc. Voilà. Et donc là, Françoise reprend la lecture. À la classe de musique, dans les romances qu'elle chantait, il n'était question que de petits anges aux ailes d'or, de madones, de lagunes, de gondoliers, pacifique composition qui lui laissait entrevoir, à travers la niaiserie du style et les imprudences de la note, l'attirante fantasmagorie des réalités sentimentales. Alors moi, par exemple, à 16 ans, j'ai pas du tout entendu niaiserie du style et imprudence de la note. Moi, j'étais restée focalisée sur les petits anges aux ailes d'or, les madones. Voilà. Alors, à partir de maintenant, est projeté sur tout le plateau et l'écran des illustrations de ce qui va être lu. Et donc, on va commencer par des gravures issues des livres qu'aurait pu lire Emma, donc 1840-1850. Et progressivement, on va passer vers l'équivalent actuel, qui va être, par exemple, Amour, gloire et beauté. Voilà, des photos de feuilletons comme ça. Donc, Françoise reprend la lecture. Elle frémissait, en soulevant de son haleine le papier de soie des gravures qui se levait, à demi plié, et retombait doucement contre la page. C'était, derrière la balustrade d'un balcon, un jeune homme en court manteau qui serrait dans ses bras une jeune fille en robe blanche, portant une aumônière à sa ceinture. Ou bien
les portraits anonymes de ladies anglaises à boucles blondes qui, sous leur chapeau de paille rond, vous regardent avec leurs grands yeux clairs. Elle songeait quelquefois que c'était là pourtant les plus beaux jours de sa vie, la lune de miel comme on disait. Pour en goûter la douceur, il eût fallu sans doute s'en aller vers ces pays à noms sonores où les lendemains de mariage ont de plus suaves paresses. Et donc là maintenant on projette des photos touristiques sur le plateau. Quand le soleil se couche, on respire au bord des golfs le parfum des citronniers. Puis, le soir, sur la terrasse des villas, seul et les doigts confondus, on regarde les étoiles en faisant des projets. Il lui semblait que certains lieux sur la terre devaient produire du bonheur, comme une plante particulière au sol et qui pousse mal tout autre part. Fin de la séquence. Donc Irina change de costume. Alors j'en profite pour dire quelque chose. Ça me vient là tout à coup. Je me dis deux choses. Premièrement, Michael Jackson était le rêve de Madame Bovary. Il est l'idole de millions de personnes. Il y a des flash mobs partout dans le monde sur des chansons qui rassemblent des milliers de personnes. Françoise, des quoi ? Irina, des flash mobs. Les gens se rassemblent dans un espace public et font ensemble une chorégraphie sur une chanson. Et c'est souvent une chanson de Michael Jackson. C'est dire s'il est présent dans la vie des gens. Il y a même des concours de sosie partout dans le monde autour de Michael Jackson. Arnold. Alors, Clara me dit qu'elle a été la reine des booms sur Beat It quand elle avait 13 ans. Alors donc ça fait une croix. Parce que ça, c'est pas mal. Françoise. Des quoi ? Irina. Oh, Françoise, des booms, des fêtes dansantes entre enfants quand même. Arnold. Ah, Clara aime aussi les grands hôtels, les grands voyages, les grands théâtres. Elle y pense longtemps avant et longtemps après. Une autre croix. Moi-même, dit Arnold, j'ai rien contre le luxe et la volupté, comme dirait Baudelaire. Françoise. Et le calme, rien de tel qu'un dîner au bord d'un lac avec comme seul bruit les oiseaux. Bénédicte. Ou une journée passée sur des rochers tiédis par le soleil. Irina. Oui, c'est vrai que c'est pas possible d'être mal dans une chambre d'hôtel avec vue sur la mer avec son amour. C'est aussi une question de décor. Françoise. Bon, on peut arrêter de dire des niaiseries. Bien sûr qu'on peut être malheureux avec vue sur la mer. Emma, elle a bien vue sur la campagne normande qui fait rêver tous les Anglais. Elle reprend la lecture. Quant à Charles, donc, qui est un officier de santé, qui est une sorte de médecin, la conversation de Charles. Alors oui, ça c'est une phrase importante, ça fait vraiment partie des top 10 des phrases de Flaubert dans Madame Bovary. Je prends le temps parce que... La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue. Et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire, sans exciter d'émotion, de rire ou de rêverie. Voilà. Au sortir de la messe, on le voyait sur sa porte avec de belles pantoufles en tapisserie. Arnold. Oh, c'est d'un chic. Elle dit même plus tard, donc là il prend la perruque, hop, il se met à la position d'Emma. Quel pauvre homme! Quel pauvre homme! Ah, Clara me dit que quand elle pense ça de son mari, elle en change. Donc un rond. Françoise. Autre temps, autre mœurs. Voilà, donc ça c'est la fin de la séquence. Ensuite, on va basculer à la séquence 9. Ça va ? Ok, alors séquence 9, c'est le bal. Alors Charles est invité par un de ses patients à un bal dans son château de la Vaubyessard. Et ça, c'est un grand, grand moment pour Emma, parce qu'enfin, elle va à un vrai bal. Donc, elle s'achète une très belle robe. Elle y va. Charles y va.
se sent pas bien du tout, donc boit toute la soirée pour s'occuper, finit ivre-mort, c'est une catastrophe. Et elle, par contre, elle valse avec tous les comtes et vicomtes, tous plus beaux, magnifiques et tout ça. Donc, pour cette séquence du bal, je me suis dit que c'était intéressant qu'elle soit seule, qu'elle valse comme ça, et qu'il y ait une projection sur le plateau et l'écran de sensations de luxe. Donc j'ai pensé à des brillances, des diamants, des cristaux, des velours, des choses comme ça un petit peu. Et après, voilà, je ne suis pas complètement fixée. Donc si vous avez d'autres propositions, surtout n'hésitez pas tout à l'heure à venir me dire que pour cette séquence-là, vous pourriez imaginer d'autres choses encore. Ça m'aide dans la construction du spectacle. Donc elle est là, elle valse. Donc on a les elle valse, elle valse, elle valse, elle valse, elle valse, elle valse. Et puis en fait, au fur et à mesure, il la fait tourner de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et puis elle finit, elle est complètement comme ça, hop, à la limite de l'évanouissement. Et le lendemain, quand elle rentre chez elle, elle fait un deuxième épisode de dépression. Arnold, voir le château de la Vaubyessard et mourir. Clara me dit qu'elle n'aime pas se sentir inférieure socialement des gens. Si elle peut, elle évite. Alors, un rond. Séquence 15, la naissance. Alors, voilà, là on a enfin le procédé de la transparence. Donc là, vous avez un intérieur de maison normande 1840-1850. Voilà, donc la caméra est placée devant. C'est Arnold qui filme. La table, j'ai oublié de vous dire qu'elle est sur roulette. Donc on la met ici. Charles, Emma. Donc là, elle est allongée sur son lit. Bon, voilà, ça le fait bien. Tac. Oui, parce qu'à l'époque, on accouchait à la maison, hein, sans péridurale, sans rien. Voilà. Ok. Et puis, Françoise, elle lit. Je pense qu'elle peut rester là, c'est pas grave, parce qu'en fait, on cadre comme ça. Donc, en fait, quand on filme en simultané, vous le voyez ici en grand, et donc là, vous ne voyez pas Françoise, en fait, elle est hors cadre, hein, vous voyez. Voilà, donc elle peut se mettre là pour lire, c'est pas gênant. Voilà. Ok. Donc, c'est Françoise qui lit pendant que Emma est en train d'accoucher et que Charles l'aide. Françoise, donc. Elle souhaitait un fils. Il serait fort et brun. Elle l'appellerait Georges. Et cette idée d'avoir pour enfant un mâle était comme la revanche en espoir de toutes ses impuissances passées. Un homme, au moins, est libre. Il peut parcourir les passions et les pays, traverser les obstacles, mordre aux bonheurs les plus lointains. Mais une femme est empêchée continuellement. Inerte et flexible à la fois, elle a contre elle les mollesses de la chair avec les dépendances de la loi. Sa volonté, comme le voile de son chapeau, retenu par un cordon, palpite à tous les vents. Il y a toujours quelque désir qui entraîne, quelque convenance qui retient. Elle accoucha un dimanche, vers 6 heures, au soleil levant. « C'est une fille !» dit Charles. Emma tourna la tête et s'évanouit. Arnold. Alors pour rebondir sur la place de la femme dans la société du 19e siècle, en tout cas c'est intéressant de voir que l'homme était libre comparativement à la femme. En tout cas c'est ce qu'Emma n'arrête pas de dire. Irina. Alors moi je me suis demandé dans le même ordre d'idées si Michael Jackson ne s'était pas fait blanchir la peau pour ressembler à un homme blanc et pour pouvoir réussir. Françoise, mais des femmes libres au 19e siècle, il y en avait. George Sand, par exemple, qui en réalité s'appelait Aurore Dupin, elle a bien choisi sa vie. Arnold, oui, mais elle a choisi un pseudo d'homme. Ah, attendez, il faut que je lise. Donc là, elle est descendue de la table, on a remis la table à sa place. Hop, il vient et il lit un extrait de La femme dans les romans de Flaubert. Le roman de 1857.
donne à lire la situation socio-économique des femmes sous la monarchie de Juillet et le Second Empire, réduites au rôle traditionnel d'épouse et de mère, confinées dans leur foyer, condamnées par destin à la monotonie répétitive d'une existence calquée sur le rythme cyclique des saisons. Le roman révèle le dysfonctionnement de l'institution du mariage, marché de dupes, prison pour les femmes, le pouvoir prépondérant de l'argent, du pouvoir, de l'avoir, l'influence de la mythologie mystificatrice du paraître social. Alors, si vous voulez, je le relis une deuxième fois, parce que c'est vachement intéressant, mais c'est pas très bien écrit. Donc, si vous voulez, je vous en refais une deuxième. Hein? Allez, on se fait plaisir. Le roman de 1857, donc Madame Bovary, donne à lire la situation socio-économique des femmes sous la monarchie de Juillet et le Second Empire. Ça va, hein? C'est là que ça se complique. Réduite au rôle traditionnel d'épouse et de mère. Ok? Confinées dans leur foyer. Ok. Condamnées par destin à la monotonie répétitive d'une existence calquée sur le rythme cyclique des saisons. Ça va? Ça va les filles, je ne vous ai pas perdu? Non? Le roman révèle le dysfonctionnement de l'institution du mariage, marché de dupes, prison pour les femmes, le pouvoir prépondérant de l'argent, de l'avoir, l'influence de la mythologie mystificatrice du paraître social. Ça va? Tout le monde est arrivé jusque-là? Super. Ah. On me demande de faire remarquer que c'est quand même encore le cas dans de nombreux pays. Hein. Même en France, l'équilibre n'est pas atteint. La femme a le droit de vote depuis 1946. Elle peut gérer ses biens depuis 62 ou 65. La mère est l'égale du père depuis 71. Moi j'ai 70 dans mes sources. Ça fait plus chic 71, ça fait moins bon. Le modèle dominant reste la femme mariée avec enfant qui, si elle travaille, a un salaire inférieur de... Ah ben moi mes chiffres c'est 20%. 30 de son homologue masculin. Donc on n'est pas sorti de la comédie sociale du 19e siècle. Irina. Mais elle s'en sort pas si mal, Emma. Elle a quitté la campagne, elle a un mari qui l'aime, gentil, et pourtant elle est malheureuse. Alors, pour revenir à Michael Jackson, même si c'est à une autre échelle, on ne peut pas imaginer plus grande réussite. Ça aurait été l'idole d'Emma si elle avait vécu maintenant. Homme, libre, parti de rien, riche à millions. Et pourtant, il semble rêver sa vie par l'intermédiaire d'images. Il n'arrive pas à appréhender le réel comme réel. Il cherche à le métamorphoser. Son changement de visage, de couleur de peau, sa vie dans le parc de Disneyland reconstitué dans sa maison de Neverland. Neverland, c'est d'ailleurs le nom du pays imaginaire de Peter Pan. Voilà, donc en fait, il est Madame Bovary. Romantique, dépressif, en fuite dans la fiction, les objets, à la recherche de l'objet juste qu'il caractériserait, le gant, le chapeau, celui qui lui permettrait d'atteindre à la vie rêvée. Comme Emma, c'est un naufrage, rien ne le remplit, et comme Emma, il meurt empoisonné, même si c'est un peu malgré lui. Bénédicte. Mais il y en a une autre qui est morte empoisonnée, c'est Marilyn Monroe. Et quand on lit ses poèmes, on se rend compte qu'elle aussi, elle se sentait empêchée. On peut même imaginer que si Madame Bovary avait vécu aujourd'hui et qu'elle avait eu du courage, elle aurait pu recourir à la chirurgie pour devenir un homme blanc, ou bien à la chirurgie esthétique pour aller jusqu'au bout de son fantasme d'elle-même. Arnold. Alors, Clara me dit qu'elle n'a jamais fait de chirurgie esthétique. Alors, un rond. Ah, ou en tout cas pas encore, mais peut-être plus tard pour garder le visage de son âge mental. Ok. Ah non, elle me dit que c'est une blague, elle croit à la beauté intérieure. Clara, si tu peux être un peu sérieuse, ça nous aiderait. Nous, on est sur le plateau, ce serait sympa. Hein? Merci. Voilà, fin de la séquence. Séquence 18, l'heureux, tentation. Alors,
on va dire que cette fois-ci, c'est Irina qui fait Emma. Françoise, elle continue à lire. Tac. Alors, tout au long du roman, quand il se passe quelque chose dans la vie d'Emma, il y a un personnage qui apparaît. C'est soit elle va dans la boutique de Monsieur Lheureux, qui est le commerçant de Yonville, soit il vient à elle. Et en fait, dans le roman, Monsieur Lheureux, c'est une sorte, c'est une figure de tentation. C'est un peu le diable. Il y a quelque chose de Faust, mais dans les prémices de la société industrielle, c'est vraiment l'essor du capitalisme. Donc, moi, j'ai choisi de le représenter par une voix d'homme enregistrée. Et à chaque fois que Emma est face à lui, elle est seule sur le plateau et elle est prise dans des projections d'enseignes lumineuses publicitaires, de néons publicitaires, de choses qui clignotent, qui sont attractifs. Voilà, et donc elle est vraiment comme un peu au centre d'une roulette russe, pardon. Et voilà, et donc elle parle à l'heureux qui est une voix. Donc, elle est au centre du plateau et là, elle a dans ses mains des écharpes en soie algériennes. Voilà, si on en croit le roman, elles sont magnifiques. Donc voilà, donc elle a ses écharpes dans les mains, elle les regarde. Vous pouvez imaginer qu'elle se regarde dans une glace un peu pour voir si ça lui va bien. Ça. Non, non, j'ai besoin de rien. Non, merci. Donc, l'heureux, comme vous voulez. Emma. Combien coûte-t-elle? L'heureux. Une misère, mais rien ne presse, quand vous voudrez. Emma. Non, non, merci. Non, j'ai besoin de rien. Je n'ai pas décidé où est-ce qu'elle le poserait dedans. J'ai besoin de rien. L'heureux. Eh bien, nous nous entendrons plus tard. Avec les dames, je me suis toujours arrangée, si ce n'est avec la mienne, cependant. Emma sourit. L'heureux. C'était pour vous dire que ce n'est pas l'argent qui m'inquiète, hein. Je vous en donnerais s'il le fallait. Emma a un geste de surprise. L'heureux. Ah, je n'aurai pas besoin d'aller loin pour vous en trouver, comptez-y. Enfin, au revoir, Madame Bovary, à votre disposition, serviteur très humble. Emma. Comme j'ai été sage. Fin de la séquence, Irina. J'adore. Françoise. Mais l'heureux sous-entend quoi? Où est-ce qu'il pense qu'elle peut trouver de l'argent? Il sous-entend qu'elle peut se vendre. Arnold. Alors, dans le même ordre d'idées, Clara dit que pour de l'argent, elle a été capable d'être babysitter, vendeuse, correctrice, prof de cours particuliers, scientifique autodidacte, scénographe, auteure, comédienne, metteur en scène. Donc, une croix. Françoise. Si on va par là, on ne s'en sort pas, Clara. Arnold. Alors, là, pour le coup, Clara trouve qu'elle est Emma et l'heureux. Elle se tente, renonce et se félicite de ne pas avoir acheté. Irina. Ah ben moi, je suis à fond comme ça. Bénédicte. Bien sûr. Mais est-ce que ça n'est pas notre héritage judéo-chrétien? Déjà au Jardin d'Éden, c'était le truc, hein. Je te tente avec un fruit défendu. Si tu ne le prends pas, tu as la satisfaction de la frustration. Arnold, tu veux dire que notre société de consommation prend ses racines dans le Jardin d'Éden? Bénédicte, bah, tout à fait. D'ailleurs, regarde comme les lieux de tentation sont des enfers potentiels. Hein. Plan de campagne ou Créteil-Soleil sont les l'heureux actuels. Arnold. D'ailleurs, plus tard dans le roman, Flaubert écrit « Une femme qui s'était imposée de si grands sacrifices pouvait bien se passer des fantaisies. » Pour marquer l'aspect compulsif des dépenses. Ah, et une petite phrase du pharmacien pour le plaisir. « C'est une femme de grands moyens et qui ne serait pas déplacée dans une sous-préfecture. »
Quelle chance. D'ailleurs, j'en profite pour lire un peu de la femme dans les romans de Flaubert. Alors ça, c'est le livre qui est mal écrit, mais qui est intéressant. Donc, vous êtes prêts? Au XIXe siècle, le mariage donne accès à la consommation, incite à un train de vie qui tend à excéder le pouvoir d'achat réel et à favoriser par conséquent la société de production. Ça va? Ou je la refais une fois? Ça va? Séquence 23, les objets. Alors, donc là, c'est une séquence entre Emma et Charles. Ouais, je pense que ça, c'est pas mal comme ça. En fait, donc là, par procédé de la transparence, on projette l'intérieur d'une maison normande 1840-1850. Merci. Ils sont autour d'une fenêtre qui donne sur une placette d'un village normand 1840-1850. Voilà. Donc, vous le voyez en simultané ici projeté. Voilà. Donc, je pense qu'en fait, il est plus intéressant que Emma soit là et Charles soit là, même si pour vous, là, tout de suite, ça vous semble un peu excentré par rapport au centre du plateau, parce qu'en fait, quand c'est projeté en grand, vous la verrez bien au centre, et Charles un peu excentré, mais ça, c'est pas grave, c'est pas le héros. Donc, voilà, on reprend. Donc, ça fait quelques semaines, peut-être même quelques mois, que Rodolphe, le châtelain d'à côté, poursuit Emma de ses assiduités. Et il se trouve qu'Emma est encore en dépression et Charles aimerait bien qu'elle fasse quelque chose pour aller mieux. Rodolphe propose de l'emmener faire du cheval. Emma comprend très vite que si elle part faire du cheval, elle ne fera pas que du cheval avec Rodolphe. Et donc, comme c'est une bonne chrétienne, elle résiste tout ce qu'elle peut. Et donc, on est en fin de conversation entre Emma et Charles. Charles veut absolument qu'elle aille faire du cheval pour qu'elle aille beaucoup mieux. Et Emma ne veut pas aller faire du cheval. Et donc, on est à la fin de l'échange. Emma a un dernier argument. Et comment voulez-vous que je fasse du cheval? Je n'ai pas d'Amazone. Donc, l'Amazone, c'est une robe pour faire du cheval chez les aristocrates. Charles? Il suffit de vous en commander une. Et là, Françoise prend la lecture à table et dit « L'Amazone la décida ». Voilà. Alors, Arnold. Alors là, je vous fais remarquer que c'est la nouvelle robe qui la décide. Hein. Donc là, il écrit un rond parce que moi, on ne m'achète pas pour une robe. Hop là. Ah, j'en profite, dit-il toujours, pour vous faire une petite lecture de Le travail de Flaubert par Claude Duché. Madame Bovary est au carrefour de plusieurs mondes et de plusieurs temps. Madame Bovary est le roman d'une transition que les objets signifient à leur manière, et particulièrement ceux qui entourent Emma, paysanne d'origine, aristocrate en désir, petite bourgeoise dans sa vie. Les objets perdent leur signification première pour n'avoir qu'une fonction symbolique. Ça va ou pas? Les filles aussi? Avec l'Amazone, donc, Emma pense être une vraie aristocrate. Bénédicte. C'est-à-dire que si j'ai la robe Gucci et les lunettes Chanel, je suis l'égale des stars des magazines. Et à l'heure actuelle, quand je me promène dans les rues commerçantes, j'ai l'impression de ne voir que des Emma avec leur sac de shopping. Arnold. Emma, c'est l'habit fait le moine. Clara, elle, pas vraiment. Mais en même temps, Clara, elle s'est quand même acheté des vêtements spéciaux pour faire auteur, metteur en scène, comédienne. Donc là, il vient, il parle au public, il dit « Et vous, est-ce que vous auriez pris Clara pour un auteur, metteur en scène, comédienne si elle n'avait pas eu ses vêtements d'auteur, metteur en scène, comédienne ?» Donc là, il s'ensuit un petit temps de dialogue avec le public pour savoir si oui ou non l'habit fait le moine, etc. Parce que c'est bien que nous, on se pose des questions, mais c'est bien qu'aussi le public se pose des questions. Mais c'est quoi l'habit de l'acteur? Ben, en fait, je me disais que c'était peut-être bien qu'on fasse maintenant un petit temps de discussion autour de ma tenue. Donc voilà, est-ce que
dans ma tenue, vous me prenez pour un auteur, metteur en scène, comédienne ou... Bah, a priori, comme ça, non. Non, d'accord. Non, mais c'est intéressant parce que moi j'avais misé sur le noir, parce qu'en général le noir ça fait théâtre. Ça fait plein de choses aussi. Ah, d'accord. Peut-être que c'est une question de référent aussi. Parce qu'en fait, les techniciens du théâtre sont toujours habillés en noir et les metteurs en scène aussi. Ouais. Parce qu'on dit aussi que les gens qui pensent qu'ils sont intelligents, ils s'habillent tout en noir. Ah. C'est pour ça que les artistes sont souvent habillés tout en noir, quoi. Je ne sais pas s'il y en a ici habillés tout en noir. Oui, c'est vrai aussi, avec un peu de blanc quand même. C'est bizarre aussi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Des soirées bizarres aussi. Les soirées bizarres, ah oui, ça c'est surtout... Non, mais moi j'avais plutôt misé sur un pantalon pour faire fille avec des pinces, mais pantalon pas trop nunuche. Voilà, noir, ça met en valeur. Ça va. Ouais, joli. Mais ça fait quand même un peu artiste. Ok, non, mais c'est intéressant, moi, ça me permet d'évoluer un peu dans mon travail. Ça aurait été quoi la tenue d'auteur, metteur en scène, comédienne Ah, bah c'était ça ma question quand même. Ah, voilà, d'accord. Ok. Très bien. Bon, bah. Merci. Alors, séquence 25, la dépression. Allez, c'est Bénédicte qui s'y colle. Hop. Donc, elle est en Emma. Voilà. Donc, elle est chez elle, assise dans un fauteuil face à la cheminée. Ce qui veut dire que nous, on doit avoir filmé en amont le haut d'un fauteuil normand 1840-1850, hop, et qu'on fasse un petit boulot avec la lumière sur scène pour qu'on ait la sensation un peu de la cheminée, quoi, sur son visage. Voilà, et elle a une lettre à la main, elle vient de recevoir une lettre de son père. D'accord? Vous la voyez en grand ici. Et Françoise lit. Ouais, elle lit bien, non? Hein? Elle est trop bien, ma mère. Elle se rappela des soirs d'été tout pleins de soleil. Quel bonheur dans ce temps-là. Mais qui donc la rendait si malheureuse? Où était la catastrophe extraordinaire qui l'avait bouleversée? Et elle releva la tête, regardant autour d'elle, comme pour chercher la cause de ce qui la faisait souffrir. Un rayon d'avril chatoyait sur les porcelaines de l'étagère. Le feu brûlait. Elle sentait, sous ses pantoufles, la douceur du tapis. Le jour était blanc, l'atmosphère tiède, et elle entendit son enfant qui poussait des éclats de rire. C'est alors qu'Emma se repentit. Arnold. C'est le propre de la dépression, hein, dans le roman. En tout cas, à chaque fois que Flaubert décrit la dépression d'Emma, il la juxtapose avec un élément de contraste. Un coup, c'est le cri de l'homme qu'on est en train d'amputer. Un coup, c'est le rire de la petite fille qui joue au soleil. Ah. On me dit de poser la question suivante. Alors, Madame Bovary est dépressive et c'est une héroïne. Peut-on dire que tous les héros sont dépressifs? Bénédicte, dans la vraie vie ou dans les livres? Ah, on ne précise pas. Bah, Anna Karénine, l'idiot. Irina, elle dit Michael Jackson, Marilyn Monroe. Arnold. Les héros sont exceptionnels. La dépression est-elle signe d'exception? Les êtres médiocres sont-ils capables de dépression? Bénédicte. Clara, on y réfléchit, on s'en reparle plus tard. Quoique, en même temps, en y réfléchissant, la tante de ma mère, qui était complètement dépressive, se prenait vraiment pour la pépite du monde, alors qu'elle était tout à fait quelconque. Bon, on réfléchit. Voilà, bon, là, ça c'est la séquence continue. On va basculer à la séquence 28, les projections d'Emma. Donc Emma est encore dépressive, et là, le voisin, Monsieur Homais, le pharmacien dont on a parlé tout à l'heure, suggère à Charles d'emmener Emma
à l'Opéra de Rouen pour changer un peu ses idées, dans la mesure où il y a un grand ténor qui vient, et que c'est exceptionnel qu'il soit à Rouen. Pardon. Et donc, voilà. Donc, pour cette scène-là, j'ai plusieurs options en fait en mise en scène. Parce que je suis en train de monter la production de mon spectacle, mais je ne connais pas encore le financement global. Donc, ça dépend un petit peu. Donc, bon, Emma et Charles. Alors, je vais vous expliquer les deux possibilités. Il y a la première qui est l'option haute, que je trouve vraiment passionnante. Donc, ici, projeter une reconstitution à l'identique d'une représentation de Lucie de la Mer Mort à l'Opéra de Rouen tel qu'on le jouait en 1840-1850, puisqu'en fait ils vont voir Lucie de la Mer Mort qui est l'œuvre emblématique du romantisme, et je pense que d'un point de vue didactique et pédagogique ce serait vraiment passionnant de pouvoir découvrir ce que c'est qu'une représentation d'opéra à Rouen en 1840-1850. Parce que moi je pense qu'il y aura pas mal de lycées qui viendront, et donc même pour nous, hein, c'est pas mal, parce qu'on n'est pas sûr de... voilà, moi je pense que si je m'y... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que même, moi, ça va vraiment m'intéresser, même au niveau des décors, des lumières et tout ça, voilà. Donc, à ce moment-là, si c'est une reconstitution d'une représentation à Rouen, Emma, elle est là, et Charles, il est là. Voilà. Donc, on est dans la tête de Emma, mais on regarde ce qui se passe sur scène. Donc ça, c'est l'option haute. Après, l'option basse, c'est de filmer l'intérieur d'une loge d'un opéra construit avant 1840-1850 et de mettre Emma et Charles qui regardent l'opéra devant eux. Et donc, on a un plan sur leur visage qui regardent. Et ça, c'est facile à faire parce que l'opéra... Moi, je suis à Marseille. L'opéra de Marseille, il date à peu près de cette période-là. Donc, filmer l'intérieur d'une loge, ça c'est bon. Voilà, je ne sais pas encore. Aujourd'hui, on peut se faire plaisir. Hein. Donc, on va imaginer la représentation de Lucie de la Mer Mort. Et donc... Emma, elle est là, et Charles, ou l'inverse, comme vous préférez. Voilà, et donc on regarde Lucie de la Mer Mort. Là, vous le voyez en plus grand, donc c'est peut-être mieux de le regarder ici. Et donc, Françoise lit ce qui se passe dans la tête d'Emma. Ça va, vous êtes... on est dans le cours de l'opéra. Voilà, mais de toute façon, l'histoire va vous être racontée, donc vous allez pouvoir suivre. Lucie s'avançait, à demi soutenue par ses femmes, une couronne d'oranger dans les cheveux et plus pâle que le satin blanc de sa robe. Emma rêvait au jour de son mariage et elle se revoyait là-bas, au milieu des blés, sur le petit sentier quand on marchait vers l'église. Pourquoi donc n'avait-elle pas, comme celle-là, résisté, supplié ? Elle était joyeuse au contraire, sans s'apercevoir de l'abîme où elle se précipitait. Ah, si dans la fraîcheur de sa beauté, avant les souillures du mariage et la désillusion de l'adultère, elle avait pu placer sa vie sur quelque grand cœur solide, alors la vertu, la tendresse, les voluptés et le devoir se confondant, jamais elle ne serait descendue d'une félicité si haute. Mais ce bonheur-là, sans doute, était un mensonge, imaginé pour le désespoir de tout désir. Elle connaissait à présent la petitesse des passions que l'art exagérait. Arnold. Ah bah il était temps. Je vous ferai remarquer que c'est exactement ce que Clara est en train de faire, hein, de comparer sa vie à celle d'une héroïne. Mais Emma, elle a au moins choisi l'héroïne d'une grande œuvre romantique. Toi, ma pauvre Clara, tu as quand même choisi l'héroïne d'un roman sur rien. C'est pas moi qui le lis, c'est Flaubert. Donc, une croix. Et en même temps, un rond. Décidément, notre époque manque de panache. Toujours Arnold. C'est Bourdieu qui dit, et là il prend un livre de Bourdieu. Si vous voulez, je vous lis 3 fois, ça c'est pas gênant. Les adolescences romanesques, comme celle d'Emma, quitte-t-elle Flaubert lui-même,
prend la fiction au sérieux parce qu'elle ne parvient pas à prendre au sérieux le réel, rappelle que la réalité à laquelle nous mesurons toutes les fictions n'est que le référent universellement garanti d'une illusion collective. Ça va? Je suis à mi-chemin là, je vous fais une petite pause. L'illusion romanesque peut aller avec Don Quichotte ou Emma Bovary jusqu'à l'abolition complète de la frontière entre la réalité et la fiction. Elle trouve ainsi son principe dans l'expérience de la réalité comme illusion. Enfin, ça va? Tout le monde a compris? Non, mais sinon je vous le relis parce que... Ça va? Non, mais ça va. Ça va? Cool. Je dois faire des progrès en lecture. Alors ensuite, donc, Emma imagine de partir avec le ténor, bien sûr. Hein. Et donc il y a Bénédicte qui dit ah bah ça y est, c'est reparti. Mais bon, l'attraction de l'artiste, c'est quand même autre chose que l'attraction du clerc de notaire. Désolée pour les notaires qui sont dans la salle. Bon, après, c'est logique en même temps qu'elle soit attirée par le ténor, parce que quand même, l'artiste, il fait le va-et-vient entre, pour le public entre la fiction et la réalité. C'est-à-dire que l'artiste, il est fictif pour le public, mais il est réel. En fait, il est réel, mais il est aussi fictif. Bon, vous m'avez compris. Très bien. Voilà. Et donc moi, j'hésite à dire dans l'oreillette d'Arnold, oui, mais vous êtes quoi aussi? Je veux dire, est-ce que vous êtes réel, vous êtes fictif? Bon, je n'ai pas encore décidé. Voilà. Et donc Françoise, elle dit, d'ailleurs, elle n'a pas accès à l'artiste, Emma. Flaubert a bien dit qu'il faisait un roman sur rien. Il faudrait la prévenir qu'elle se donne des émotions pour rien. Elle est un personnage à qui il n'arrivera rien de grand. Séquence 30, le piège se referme. On va dire que c'est Emma. Elle est donc au centre. C'est une séquence avec l'heureux. On est à la fin, quoi, 2/3 du roman. Et donc, les projections sur le plateau, vous vous souvenez, c'était des néons publicitaires, des choses clignotantes et tout, attractifs. Et là, en fait, ça devient oppressant. Le rythme changera certainement, quelque chose comme ça. Et donc, petit à petit, on sent que toute cette chose très dynamique au début devient une menace. Et donc, Emma est seule au centre du plateau et l'heureux lui parle. Vous savez ce qui m'arrive? C'est une plaisanterie sans doute. L'heureux. Non. Emma. Comment cela? L'heureux. Pensiez-vous, ma petite dame, que j'allais jusqu'à la consommation des siècles être votre fournisseur et banquier, pour l'amour de Dieu? Il faut bien que je rentre dans mes déboursés, soyons justes. À qui la faute? Tandis que je suis, moi, à bûcher comme un nègre, vous vous repassez du bon temps? Emma. Ah, pas de morale. L'heureux. Ça ne nuit jamais. Ce n'est pas amusant, je le sais. Personne, après tout, n'en est mort. Et puisque c'est le seul moyen qui vous reste de me rendre mon argent. Emma. Mais où en trouverais-je? L'heureux. Ah bah, quand on a comme vous des amis. Emma. Vous me désespérez? L'heureux. Je m'en moque pas mal. Irina parle à Françoise en aparté discrète. Dis donc, Françoise, t'as été à Cannes avec un film, t'as été avec La maman et la putain, non? Françoise, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et Irina, bah, t'as vu des stars alors? Françoise, bah oui, oui. Ingrid Bergman qui a détesté le film, Dustin Hoffman. Mais j'y suis allée plusieurs fois et quand tu vois Cary Grant, ça te fait un effet. Et j'ai vu Marlène Dietrich, elle n'était pas très grande, hein, il ne faut pas rêver. Arnold, s'il vous plaît, Clara vous demande d'arrêter la conversation. C'est un spectacle sur elle, pas un spectacle sur toi, Françoise. Donc elle aimerait bien qu'on reprenne le spectacle. Françoise dit à Irina, bah, si tu veux, je te raconterai après. Irina, oh Clara, ça va, on s'en fiche d'Emma, c'est un roman sur rien, il va rien lui arriver. Franchement, Flaubert, il faudrait la prévenir, quoi, la pauvre, que ça sert à rien qu'elle s'inquiète comme ça. Donc elle va voir Emma, elle lui parle. Emma, laisse tomber.
Laisse tomber, il ne va rien t'arriver. Flaubert, il a décidé de faire un livre sur rien, et rien, c'est toi. Tu ne seras jamais une star, et tu n'auras jamais une vie bien, donc laisse tomber. Emma, comment ça? Un livre sur rien? Comment ça? Moi, rien? Oh, mais quel machisme! Mais quel mépris! Tout ça parce que je suis une femme, une petite bourgeoise de province? Mais lui, c'était pas un bourgeois de province par hasard? Ah, mais monsieur est rentier, monsieur est fils de chirurgien. Est-ce que ça lui fait une vie plus belle? Enfermer toute sa vie à écrire? Ah, elle est belle ta vie, hein? Et la crise cardiaque après avoir sauté la bonne? Ah, il va voir de quel bois je me chauffe. Je laisserai jamais personne dire que je ne suis rien. Ah, il va voir, il va voir. Et là, elle sort de scène en courant. Et alors là, on bascule complètement. Donc elle est sortie de scène en courant et sur tout le plateau, on projette un plancher de château, donc un plancher en chêne avec des tapis. La table, on la pousse, on la met ici, on prend la chaise, la projection de la petite fille s'arrête, hop, on met la chaise ici. C'est Irina qui joue Rodolphe, parce qu'on va basculer complètement chez Rodolphe. Et en fait, voilà, on est vraiment dans le château. Sur le mur, là, il y a la bibliothèque, la commode, etc. On est dans un vrai décor de théâtre. Tac. Arnold prend la caméra peut-être à l'épaule ou voilà, en tout cas, il va suivre l'arrivée d'Emma. Voilà. Moi, je me dis que ce serait bien que on le fasse en vrai, en fait, ici, cette scène. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait bien venir jouer Rodolphe avec moi? Ce serait plus concret pour vous. C'est très simple, hein. En fait, vu ce qui va lui arriver à Rodolphe, il est vraiment comme deux ronds de flanc. Donc, il suffit de lire. J'ai mis des points roses à côté des phrases de Rodolphe pour que ce soit facile. Il suffit de lire vraiment à plat les phrases et puis de suivre un peu mon texte aussi, parce que je ne le connais pas bien, vu que c'est pas moi qui jouerai Emma dans le vrai spectacle. Mais... Monsieur, là, vous êtes bien placé, vous avez un tabouret. Je vous sens en train de vous préparer psychologiquement. Mais en plus, on l'a décidé, il est arrivé en retard. C'est ça, on l'a attendu en même temps. Donc, si vous voulez bien prendre votre tabouret, vous mettre ici. Merci, c'est très gentil. C'est la première fois que c'est un garçon qui veut bien faire Rodolphe. C'est vraiment super. Alors voilà, c'est simple, hein. Rodolphe, c'est écrit en rose. Vous voulez prendre vos lunettes? Ça va? Tac. Donc voilà, le tabouret reste par terre, voilà. Tac, ça va? Je descends un petit peu le... Ah, je descends. Hop là, pour que vous soyez confortable. C'est vachement sympa, hein, parce que c'est pas facile de répéter avec des vrais comédiens. Donc là, ça m'aide grave. Hein. Voilà. Vous voyez quand même son visage? Ça va? Il n'est pas caché derrière le papier? Ça va? Ok. D'accord, ça va? Donc vous êtes Rodolphe, là. Moi, je fais Emma. Tac. Voilà. Très simple, hein. À plat la lecture, pas de prise de tête, quoi. Donc on va imaginer que moi, je vais sortir des coulisses. D'accord? Donc là, on dit que c'est les coulisses. Ça va? Tiens, c'est vous. Oui, c'est moi, Rodolphe. Je viens vous demander un conseil. Vous n'avez pas changé, vous êtes toujours charmante. Oh, ce sont de bien tristes charmes puisque vous les avez dédaignés. N'importe. J'ai bien souffert. L'existence est ainsi. A-t-elle, du moins, été bonne pour vous depuis notre séparation? Oh, ni bonne ni mauvaise. Il aurait peut-être mieux valu ne jamais nous séparer. Je me suis trompée dans ma phrase? Ouais. Ah, voilà. Ah, quitter, séparer, vous êtes pointilleux, monsieur. Allez. Il aurait peut-être mieux valu ne jamais vous quitter. Oui, peut-être. Mais tu as pleuré, pourquoi? Alors là, je pensais qu'il allait peut-être lui prendre le visage dans les mains et la regarder pour que ça crée un peu de proximité. Non, ça paraît pas une bonne idée? Merci, c'est super gentil. Alors, voilà. Il aurait peut-être mieux valu ne jamais vous quitter. Oui, peut-être. Mais tu as pleuré, pourquoi?
En fait, il va falloir que je respire quand même pour continuer ma... Rien, faut qu'on s'approche. Ah voilà, d'accord. Mais je pensais le visage comme ça plutôt. Ah, ok. Voilà, comme ça. Un truc... Parce que c'est quand même le 19e siècle, quoi. Ils vont pas... Il y a un peu de distance quand même. Ah ouais, d'accord. Non, d'accord. Mais il faut quand même... Ok. Oh, pardonne-moi, tu es la seule qui me plaise. J'ai été imbécile et méchant. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Ah voilà. Ah! Qu'as-tu, dis donc, dis-le donc. Qu'as-tu? Oh, qu'as-tu? Voilà. Dis-le donc. Voilà. Eh bien, je suis ruinée, Rodolphe. Tu vas me prêter 3000 francs. Alors là, j'ai pensé qu'il se relevait. Il se relève, je pense. Merci, c'est gentil. Mais je ne sais pas, chère madame. Tu ne les... Alors, je pensais que là, elle allait avancer et que lui, il allait reculer d'un pas, en symétrie, un petit peu, d'accord? On essaye? Allez. Tu ne les as pas? Tu ne les as pas? Ah, j'aurais dû m'épargner cette dernière honte. Tu es comme les autres. Tu ne vaux pas mieux que les autres. Tu ne m'as jamais aimé. Oh, je te plains. Oui, considérablement. Mais lorsqu'on est si pauvre... Et là, elle montre tout ce qu'elle décrit. Lorsqu'on est si pauvre, on n'a pas d'argent à la crosse de ses fusils, on n'achète pas des pendules incrustées d'écailles, de sifflets de vermeil pour ses fouets, de breloques pour sa monstre, mais rien ne lui manque, jusqu'à un porte-liqueur dans sa chambre. Car tu t'aimes, tu vis bien, tu as des terres, des fermes, un château, tu chasses à court, tu voyages à Paris. Ah! Et quand ce ne serait que cela, que la moindre de ces babioles. Et là, elle prend une paire de boutons de manchette qui sont en fait 2 petites boules en or incrustées de diamants. Et là, je pense que c'est quand même intéressant que Flaubert, il ait imaginé qu'elle prenait 2 petites boules. Que la moindre de ces babioles, on peut en faire de l'argent. Non, je n'en veux pas. Et elle les jette à travers la pièce et elle les casse. Ça, c'est intéressant aussi. Voilà, tac, tac. Alors, il y a Arnold qui dit... Attends, est-ce qu'on en est là? Remarquez que c'est quand même ce qui va se passer chez elle, mais que c'est ce qu'il y a de plus... Voilà, tu vois, je l'ai dit, là, les boutons de manchette. Que c'est ce qui va se passer chez elle, mais c'est quand même plus facile de voir la paille dans l'œil de son voisin. Emma. Mais moi, j'aurais tout donné. J'aurais tout vendu. J'aurais travaillé de mes mains, j'aurais mendié sur les routes. Pour un regard, pour un sourire, pour t'entendre dire merci. Et là, elle sort en courant. Voilà. Merci beaucoup, c'était pas mal. Je suis pas sûre de garder toutes vos propositions, mais merci beaucoup. Là, ça y est, ça va, on peut l'applaudir. Merci, hein, c'est très chouette. Alors, Françoise, maintenant, elle reprend. Alors par contre, un seul objet de Rodolphe rembourse toutes ses dettes. Hein. Elle, Emma, elle a des objets de pacotille, alors que lui, il a fait des placements. Il s'est acheté, par exemple, quand il parle de l'horloge incrustée d'écailles, en fait, c'est une horloge boule, donc c'est-à-dire que c'est fait par un artisan, etc., etc. Alors qu'elle, elle achète des objets qui sont le début de la société industrielle, les débuts de production en série. Donc elle achète des bibelots, elle fait de la décoration. Arnold. Clara fait remarquer que Flaubert ne croit pas à la progression sociale. Emma se ruine parce qu'elle n'a pas la culture du patrimoine. Rodolphe se procure de beaux objets, il fait des placements, et elle fait de la décoration. C'est un nouveau riche, et elle n'y survit pas. Par contre, comme Emma, si Clara avait des problèmes d'argent, elle préférerait que ce soit quelqu'un d'autre qui paye. Voilà. Alors, donc, Emma est sortie en courant. Alors, Arnold, quand même, la suit, caméra à l'épaule. Donc là, hop, transparence, paysage qui défile. Elle court sur un sentier normand, comme ça. Hop, elle quitte donc le château de Rodolphe. Elle arrive jusqu'à chez le pharmacien. Et donc là, elle va se précipiter dans les montants. Là, il y a les vêtements. Et elle cherche compulsivement dans les vêtements. Et elle finit par trouver un bocal avec de la poudre blanche dedans. Elle ouvre et elle dit ah, « Je ne suis rien, ça je ne les laisserai jamais dire que je ne suis rien. Ils vont voir si je ne suis rien. » Et donc elle prend et elle mange compulsivement cette poudre blanche. Elle le referme, elle le repose, elle dit « Ça, c'est pas rien. »
Et elle va se coucher, l'air satisfaite, sur son lit. Donc là, on est dans un intérieur de chambre normande 1840-1850. Arnold. Irina arrive en courant vers Françoise. Oh, Françoise, tu crois qu'il faut que je prévoyenne les SAMU? Je me sens un peu coupable quand même. Elle aurait peut-être pas fait ça si je n'étais pas venue lui parler. Françoise, tu sais, chacun son destin. Laisse faire. Arnold. Alors Clara me dit de dire que après ce qui va suivre, Berthe, donc la fille d'Emma, va être envoyée chez sa grand-mère, parce que Charles va mourir, et donc elle va être envoyée chez sa grand-mère, qui elle aussi va mourir, et donc elle va être envoyée chez une vieille tante pauvre, qui l'enverra à l'usine. Alors sur cette fin, on est partagé. Parce que Françoise a dit que c'est bien, parce que Berthe va aller travailler, donc elle va échapper à la dépression maternelle. Mais Clara, elle dit que Berthe, elle va se retrouver ouvrière dans une usine au tout début de l'industrialisation, c'est-à-dire sans droit du travail. Donc elle va se retrouver à travailler dans des conditions très difficiles. Elle va vraiment faire partie du lumpenprolétariat, comme dit Marx. Et que donc, pour une petite fille de gros paysans, une fille de femme qui se rêvait aristo et d'un homme qui était officier de santé, c'est une vraie déchéance. Par contre, dit Françoise, là où c'est intéressant, c'est que l'héroïne, c'est Emma, mais qu'avec l'ouverture sur sa fille, ça inscrit le roman dans une durée sociale. On reste vraiment dans l'analyse de la société faite par les individus et des individus faits par leur société. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'on a toujours le choix. Irina, bah oui, c'est vrai, hein, on a le choix. Les actions sont des successions de choix. On n'est pas obligé de croire que les objets donnent de la valeur aux gens. Arnold, on n'est pas obligé de croire que l'amour ressemble aux descriptions des livres. Françoise, on n'est pas obligé de croire qu'on doit obéir à la comédie sociale. Donc là, par magie, le fauteuil est revenu, la petite fille est là. Arnold, Clara ajoute que si on a envie de rêver, autant en faire quelque chose. Un livre, un tableau, un spectacle. Si Flaubert a dit « Bovary, c'est moi », en fait, il a menti. Il souffre de bovarisme, peut-être, et comme chacun d'entre nous, peut-être, et heureusement, parce que c'est quand même ce qui nous fait nous lever le matin. Mais la confusion entre ses rêves et la vraie vie n'existe que dans l'écriture de ses livres. Son livre est l'endroit où le Flaubert rêvé et le Flaubert réel se rencontrent. L'œuvre est l'endroit où le rêvé rencontre le réel. Et puis finalement, alors quand on fait les comptes, hein, Clara, elle est ni plus Emma, ni moins Emma. C'est-à-dire que les temps ont changé, hein, la situation des femmes a changé, la société a changé. Nous sommes noyés sous des flux incessants de fiction, que ce soit la télévision, les publicités, les films, même les journaux télévisés sont l'écriture quotidienne de notre fiction collective. Nous avons dépassé Flaubert. Il pensait écrire un livre sur rien avec une rigueur scientifique. Nous écrivons avec une rigueur scientifique nos réalités fictionnelles. Nous uniformisons nos fictions par un discours commun, une illusion collective que nous appelons, comme l'a dit Bourdieu, réalité. Même la météo est sujette à un volet romanesque. La sécheresse du siècle, le mois d'avril le plus pluvieux depuis 1973. Tout n'est que mythe et discours. Irina, bon, puisqu'on a fait un spectacle sur rien, puisque c'est comme ça, pour qu'au moins vous n'ayez pas perdu votre temps, je vous propose d'apprendre une chorégraphie de Michael Jackson. Ce sera un bel hommage à Emma. Clara, tu veux bien prendre le jeu de Wii qui est posé sur la console de régie? Ça s'appelle Michael Jackson The Experience. Merci. Elle dit à Arnold, tiens c'est marrant, ils n'ont pas pensé à faire Fais ton shopping avec Emma. Et Arnold, ou Gère ta banque comme Emma, ou Rêve ta vie comme Emma. Ah voilà. Donc, vous pouvez danser depuis votre place. Hein. Je ne sais pas si c'est plus simple pour les timides. Mais bon, débrouillez-vous. Françoise prend une broderie, se met à table. Bénédicte rejoint les comédiens. Françoise dit, de toute façon, j'ai toujours dit que je détestais ce livre.
Et alors là, il y a un rideau de tulle. Vous voyez ce que c'est qu'un rideau de tulle? C'est un tissu tramé très large, comme ça, voilà, comme une sorte de filet, mais grand, comme ça, qui apparaît, plof, noir. Et la petite fille qui était là, tout d'un coup se lève et semble, c'est toujours une projection vidéo, donc elle est projetée sur l'écran de tulle. Elle marche, elle va se mettre en ligne avec les comédiens. Ici, sur l'écran, est projeté le tutoriel donc, de la chorégraphie de Michael Jackson. J'ai choisi une chanson qui s'appelle Money, dans laquelle Michael dit que pour de l'argent, on peut vendre son âme, tuer, tout ça pour de l'argent. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant pour nous. Voilà. Sur l'écran de fond, en rétroprojection, sont projetés un patchwork des adaptations cinématographiques de l'agonie de Madame Bovary, pendant que la musique commence, que donc il danse, et on a une voix off qui lit une phrase de Michel Butor, sortie de Improvisation sur Flaubert. Flaubert transforme le lecteur en chirurgien, le faisant passer d'une littérature de paresse à une littérature d'orgueil qui doit disperser, brûler les mensonges, et qui a besoin, bien sûr, de la paresse sous sa forme la plus noble, l'amour de la retraite, pour se développer. Fin de la chorégraphie. Noir, lumière, donc salut des comédiens, hop, bien dynamique, noir, ils reviennent, salut, hop, noir, il faut être très dynamique, sinon le public n'applaudit pas beaucoup. Donc, troisième, hop, voilà. Et troisième,